Combien de temps avais-je sombré dans ces incontrôlables vapeurs enténébrées? Ma montre affichait censément la demie de 9 heures, mais était-ce déjà le soir ou bien encore le matin? En tout cas, ce n'était certainement pas la grisaille perpétuelle de cette île qui allait pouvoir le déterminer à ma place. Mon sac de vivres était posé au pied du lit et mon feutre sur la petite commode bancale au miroir écaillé. Dehors hurlaient les mouettes, avec toujours ce même cri moqueur et exaspérant au possible. Et comme fond sonore, la lugubre corne de brume grave et lancinante d'un insaisissable navire évanoui quelque part dans l'épaisse brume immuable de Darkwater. Incessamment, les souvenirs de ce qui ne fut pas qu'un mauvais rêve rejaillirent un à un dans mon esprit encore trop ensommeillé. D'ailleurs, si l'atroce odeur de poisson pourri que dégageaient mes vêtements n'avait suffi à me convaincre, la suite de ma journée allait finir par me persuader de l'ignoble véracité de ces faits inadmissibles. Comme la faible lueur du jour s'amenuisait davantage, j'en conclus qu'il était bien 10 heures du soir à présent, et m'apprêtai à reprendre le cours de mes recherches, là où la veille, je m'étais pitoyablement endormi de fatigue. Pour ce faire, j'estimais plus approprié de m'installer au salon du rez-de-chaussée, au coin d'un agréable feu de cheminée. Après y avoir redressé quelques meubles renversés, épousseté le vieux fauteuil de cuir craquelé, puis démarré une bonne flambée, je fus néanmoins coupé dans mon élan par les titres suggestifs qu'arboraient les différents ouvrages encore alignés sur les étagères véreuses de la bibliothèque de Warren. En bon expert littéraire, j'y devinai aussitôt la totalité des romans de Jules Verne dans leur édition originale. Toutefois, en juger par l'usure prononcée de sa couverture, l'un d'entre eux semblait avoir été consulté plus souvent que les autres. 20 000 lieues sous les mers. Cette navrante coïncidence me fit légèrement sourire en un bref esclaffement, mais en y associant les différents titres des autres manuscrits, je compris d'emblée quel genre d'ouvrage bien spécifique avait été regroupé ici. L'Odyssée d'Homère, Moby Dick du célèbre Herman Melville, Les Travailleurs de la mer de l'incomparable Victor Hugo, mais aussi d'autres volumes bien plus obscurs et désormais introuvables sur le marché du livre, tels que Un monde d'azur de Jack Vance, The Kraken Wakes de John Wyndham, ou encore le livre des êtres imaginaires, repris par George Louis Borges en 1957, d'après les écrits de l'évêque danois Éric Pontoppidan. Mais encore plus ahurissant, un exemplaire du véritable ouvrage de Pontoppidan, publié en 1750, se trouvait lui aussi parmi cette incomparable collection laissée à l'abandon. Dans ce livre inestimable, intitulé candidement Histoire naturelle de Norvège, on pouvait y lire ces quelques phrases déstabilisantes. Le dos du kraken a 1 000 et demi de longueur, et ses bras peuvent étreindre le plus grand des navires. Son dos émerge comme une île et surgit brusquement en une nuit. L'évêque concluait son analyse fantasmagorique en formulant cette règle immuable. Les îles flottantes sont toujours des kraken. Fort de reprendre ultérieurement cette littérature bien trop captivante, je dus me résoudre à délaisser cette remarquable bibliothèque afin de pouvoir poursuivre mon enquête sur Darkwater et ses monstres anthropomorphiques. Sans même l'appréhender, j'emboîtais aveuglément les pas circonspects et irrésolus de ce père disparu, à l'instar duquel je me découvris soudainement une dilettante vocation d'enquêteur. Posément, à l'aide d'une antique boîte de punaises sévèrement oxydée gisant là,
Je m'appliquais méthodiquement à recouvrir les murs lépreux du salon par les divers documents dignes d'intérêt que je tirais un à un des vieux cartons dépenaillés que j'étais parvenu à traîner péniblement jusqu'ici. Dans un premier temps, en l'absence de toute idée préconçue, je me contentais de regrouper les diverses photographies, articles de journaux et autres annotations de Warren par accointance en différentes catégories bien distinctes. Ainsi, j'avais à ma droite tout ce qui s'apparentait de près ou de loin à la jante aquatique, aussi improbable que fussent les images. Au centre se condensaient diverses cartes et coupures de presse relatant l'histoire sordide de Darkwater. Et enfin sur la gauche, tout ce qui demeurait abscon et que je ne m'expliquais pas. Tout ce qui revêtait un caractère occulte et trop hermétique pour en saisir une interprétation correcte. Pourtant, cette zone de mon mur d'investigation me perturbait bien moins qu'elle ne me fascinait. Telle l'amorce que l'on jette délibérément au poisson, ces documents affriolants m'appâtaient déjà vers l'agonie d'une inéluctable asphyxie. J'avais provisoirement placé l'urne funéraire de mon père sur le linteau de marbre fissuré qui surplombait la cheminée crépitante, dans l'attente d'une meilleure sépulture, mais aussi afin de me sentir moins isolé du reste du monde. Je me figurais probablement que ce petit tas de cendres mises en conserve serait encore capable de m'éclairer dans le dédale enténébré de sa propre enquête. Inopinément, un nouvel événement me fit sortir de mes rêvasseries lorsqu'un son inaccoutumé résonna subitement depuis le hall d'entrée, comme celui produit par un meuble que l'on déplace par petits à-coups. Je délaissai aussitôt mon enquête pour m'orienter prudemment vers l'origine inconnue de ce bruit inopportun. C'est depuis l'arrière de la seule porte dont je n'étais pas parvenu à forcer l'entrée que provenait cet audacieux remue-ménage crépusculaire. Mais qui que ce fût à l'intérieur, je ne m'expliquais comment il avait pu s'introduire dans une pièce lourdement cadenassée depuis l'extérieur. Y avait-il un autre accès pour pénétrer dans ce mystérieux cagibi ? Je tendis l'oreille, mais ma présence avait certainement été repérée par l'intrus, car les bruits cessèrent dès que j'eus collé l'oreille à la porte. Je décelai néanmoins, dans le trait de lumière qui s'immisçait sous le seuil, la présence d'une faible lueur vacillante au revers de cette porte. Saisissant mon maigre courage à deux mains, j'empoignai résolument un vieux tisonnier tordu délaissé là contre un mur, et tentai d'en forcer brutalement son antique verrou. Quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir en premier lieu une lanterne encore incandescente qui avait été précipitamment déposée au sol. Je m'en emparai avec défiance pour projeter plus en avant son faible halo tremblotant. Survint alors un nouvel émoi, car ce débarras, dont la faible superficie avoisinait à peine les 10 mètres carrés, et où il ne semblait y avoir nulle place où se dérober, était pourtant inexplicablement vide. Mais pour parfaire cette succession d'affres, c'est la réminiscence du germe de toute cette histoire qui vint me percuter de plein fouet, à la vue des innombrables tableaux que l'on avait délibérément pris soin de séquestrer ici. Car hormis l'abominable infinité dont relevaient toutes ces toiles impies, et qu'il serait vain de vouloir décrire, le nom qui figurait au bas de chacune d'entre elles était détestablement le même, Fishman. D'emblée, je revis le notaire, maître Orbu, portant sous son bras l'affreux tableau qui avait tenté de m'hypnotiser. Et comme je m'agenouillais devant la plus hideuse de ces œuvres blasphématoires, pour m'assurer qu'il s'agissait bien là du même peintre torturé, l'impensable s'abattit soudainement sur moi, comme le fouet du damné.
je n'eus le temps d'entrevoir qu'un monstrueux visage, encapuchonné dans une bure dépenaillée, qui dégageait un fort relent de poisson putrescent, avant de succomber aux violents coups que l'intrus m'asséna sans raison. Je demeurai longtemps assommé sans pouvoir raisonner, gisant de tout mon long parmi les cadres disloqués de ces abominables tableaux, et lorsque je recouvris peu à peu mes esprits, ce fut d'abord pour évaluer l'énorme bosse qui meurtrissait l'arrière de mon crâne. Ensuite, je m'efforçai de ralentir mentalement la fulgurance de cette scène d'agression, afin d'y déceler d'autres indices pouvant éclaircir ce mystère. Il s'agissait probablement d'un homme, étant donné sa corpulence et la puissance de son coup de matraque. Mais ce visage, cette horrible faciès que j'entrevis durant une fraction de seconde, n'avait rien que l'on puisse apparenter au genre humain. Mais je rejetai rapidement ce sophisme aliénant au profit d'un raisonnement plus cartésien. Il devait s'agir d'un simple masque, destiné à effrayer les audacieux qui oseraient s'aventurer dans ce manoir. Mais qui diable pouvait encore se démener pour protéger ces ruines? Et comment pouvait-on apparaître ou disparaître de la sorte? Mais avant tout, que faisait-il ici? Que cherchait-il? Pourquoi déplaçait-il meubles et tableaux? Une toile. C'est effectivement l'une d'entre elles qu'il me semblait avoir aperçue sous son bras avant qu'il ne m'assomme si sadiquement. Celle devant laquelle je venais justement de m'accroupir pour me convaincre de son authenticité. Mais pourquoi s'emparer d'une toile aussi laide plutôt que son cadre doré alors fin et bien plus onéreux qu'il avait sciemment laissé sur place pour ne pas s'encombrer davantage? La valeur intrinsèque de ce barbouillage séditieux était-elle plus importante à ses yeux? Il fallait que je comprenne pourquoi toutes ces ignobles peintures, hormis l'affinité de leurs allégories dépravées, avaient été assignées dans ce placard condamné. Après avoir scruté de nouveau chaque recoin du petit local exigu, je décidai d'en sélectionner quelques-unes parmi les moins rebutantes, afin de les fixer au mur du salon et pouvoir ainsi les étudier plus à ma guise. Par bonheur, j'en dénichai 3 qui étaient plus supportables au regard et se démarquaient un peu de ce lot impur. Il s'agissait de 3 portraits de famille, celle de Warren sans doute, car lui-même posait solennellement sur l'un d'entre eux. Les 2 autres devaient respectivement représenter sa charmante épouse ainsi que leur jeune fille. Mais comme je m'installais dans mon vieux fauteuil ruiné, que j'étais venu placer face à ce triptyque familial, un sentiment fort déplaisant commença sournoisement à m'horripiler. Je ne sus dire à cet instant si ce fut la conséquence du traumatisme résultant du coup que j'avais reçu, ou l'évidente insuffisance de motivation dont avait fait preuve l'artiste pour exécuter ses toiles, mais j'aurais juré que par moments, il m'avait semblé les voir s'animer insensiblement. En désespoir de cause, j'estimais préférable d'imputer ces divagations à mon agresseur plutôt que de devoir attribuer des vertus surnaturelles à ces tableaux envoûtants. Dès lors, je n'eus de cesse d'éprouver régulièrement cette désagréable sensation d'être épié en permanence. L'étude minutieuse de ces toiles ne m'ayant révélé qu'un horrible tournis, je me rabattis plutôt sur le décryptage des énigmatiques carnets de Warren. Car s'il existait une explication recevable pour chacun de ces phénomènes, j'aurais peut-être l'opportunité de le découvrir par le biais de l'écriture spasmodique de mon trisaïeul. Mais en parcourant rapidement les pages délavées des petits calepins de cuirs éculés, je pris rapidement conscience que j'abordais à peine les prémices de mes futures découvertes. Manifestement, cette île dissimulait un passé bien plus délétère que ne l'augurait déjà son aspect morne et sinistre. Sa population fourbe et apathique, ses ruelles angoissantes, lugubres et étriquées comme des coupe-gorge, ses falaises impraticables aux laminantes saillies inabordables, et son port, où jamais la brume ne semble vouloir se dissiper, où l'odeur pestilentielle de poissons pourris reste ancrée à jamais, et où perdurent de bien sombres atrocités. J'en appris davantage sur cet îlot de misère, oublié à mi-chemin entre les côtes écossaises et irlandaises,
au gré de la fabuleuse bibliothèque du manoir, qui ne me dévoila ses secrets qu'avec grande parcimonie. À l'aide d'un folio que je tirais délicatement de ses toiles d'araignée, et dont le titre suggestif, Contes et fabliaux de Darkwater, m'avait forcément interpellé, je commençais à me forger un aperçu plus détaillé de ces désastreux antécédents historiques. L'origine de sa découverte remontait certainement aux alentours du IXe siècle, lorsque les Vikings commencèrent à coloniser le nord de l'Écosse. D'ailleurs, quelques vestiges de cette lointaine époque subsistaient encore en certains lieux reculés de l'île. Mais cette période demeurait insondable, car trop peu documentée. Cependant, l'auteur inconnu de ce folio y évoquait déjà la présence d'un étrange récif, qui, je cite, « allait et venait à fleur d'eau », ainsi que d'effroyables monstres abyssaux évoluant pernicieusement aux abords de ce mystérieux brisant. Puis au cours des siècles suivants, pirates, bandits, forbans et brigands de toutes espèces ont tenté de s'approprier Darkwater pour en faire leur île au trésor. Mais chacune de ces histoires avait fini par sombrer vers d'innombrables cauchemars délétères. Dès lors, l'île fut abjurée par les marins qui préféraient éviter de s'en approcher, quitte à entreprendre un large détour loin de ces côtes excommuniées. Et bien macabrement, c'est travesti en une détestable épidémie que la fatalité allait sournoisement renouer ses liens avec Darkwater vers la fin du Moyen-Âge. La lèpre noire. Ce méprisable caillou inutile et délaissé au centre du royaume gaélique de Daileriata, appellation conférée à cette zone jusqu'à la fin du XVe siècle, offrait désormais aux Gaëls une opportunité idéale pour se débarrasser de leurs propres lépreux. L'île se transforma dès lors en un mouroir d'où personne ne revenait jamais. Puis la maladie fut éradiquée et les locaux fétides de la léproserie se métamorphosèrent en un bagne pour un temps. La suite se trouvait dans les carnets de Warren, où certains noms commencèrent à apparaître furtivement. Deux grandes familles semblaient avoir débarqué ensemble sur cette île abandonnée depuis l'an 1700, après que l'ancienne prison eut fini d'épuiser son dernier bagnard, les MacMorlock et les MacPierce. Et cet autre nom m'apparut étrangement familier. Évidemment, le type dégénéré qui m'avait accosté à la taverne du port était un Morlock, tout comme cette décomposition visqueuse et insupportable que le toubib avait ferré nonchalamment de son aquarium. Encore un Morlock. L'espèce de psychopathe s'était pavané d'un Andy pour les intimes. Quant à la chose innommable qui baignait encore dans le jus putrescent de l'énorme bocal à poisson de Van Berg, elle aurait bien du mal à répondre à celui de John à présent. Deux frères probablement, en tout cas certainement liés de parenté. Comme si ce fut pour sonner le glas du défunt, les 12 coups de minuit disgracieux d'un lointain clocher vinrent funestement déchirer le silence trop oppressant qui s'était désormais installé dans mon sombre manoir. Mais la présence irraisonnée de cet intrus, sachant la demeure occupée, persistait à me tarauder l'esprit, ce qui m'incita vivement à retourner chercher d'autres indices dans la petite galerie de tableaux. En passant devant le triptyque, j'eus à nouveau cette désagréable sensation d'être suivi du regard par les trois portraits. Les personnages semblaient même avoir sensiblement vieilli depuis que je les avais suspendus au mur du salon. Mais l'éclairage y était faible et vacillant, ceci expliquant probablement cela. Sans m'attarder davantage devant ces toiles hypnotisantes, j'ai saisi à nouveau la lampe à pétrole de l'importun pour me lancer sur la trace de son inexplicable dérobade. Après tout, nombre de vieux châteaux écossais sont aussi réputés pour l'originalité de leur passage dérobé. Pourquoi ce manoir y ferait-il défaut ? Alors j'ai fouillé chaque recoin, remué tous les cadres et les tableaux, ausculté les plaintes, tâtonné les linteaux. Je me suis même replongé dans les écrits de Warren afin d'y dénicher une quelconque indication sur la présence d'un éventuel passage secret. Mais en vain, malheureusement. Toutefois, je devins suspicieux lorsque je découvris une sorte de symbole ésotérique, profondément gravé dans le montant putréfié de la petite bibliothèque rangée au fond du placard.
D'autant plus que je pouvais observer le même, peint grossièrement sur la porte de ma chambre et un autre, esquissé dans les pages sibyllines des carnets de Warren. Selon ses propres écrits, ce succinct emblème cabalistique, évoquant une sorte d'étoile de mer flanquée d'un œil unique et globuleux, était supposé affirmer son appartenance à l'une des plus anciennes fratries que ce monde fut capable de soustraire aux yeux des Béotiens. Une cabale hermétique dont les rituels sacrés et impies remontaient en des temps immémoriaux, précédant même l'apparition de l'homme sur Terre. C'est dans le dernier des 12 carnets de mon aïeul que j'allais finir par trouver la solution à ce fameux tour de passe-passe humiliant. Celui-ci n'était pas comme les autres et me parut bien mieux préservé des ravages du temps. Seule cette couverture était ornée de l'énigmatique emblème ésotérique et son contenu était exclusivement dédié aux rites et conventions de ce mystérieux ordre occulte. Mais je faillis m'aliéner au simple fait de survoler furtivement quelques-unes de ces innombrables pages hermétiques et blasphématoires, car malgré une majorité de textes nébuleux et indéchiffrables, dont Warren avait estimé plus sage de ne pas traduire les horribles révélations, ils étaient néanmoins agrémentés de répugnants croquis suffisamment explicites et pour le moins outrageants. Pas un de nos romanciers contemporains n'aurait été capable de songer à publier de telles calomnies, à ce point ignominieuses et dépravées. Ces gravures semblaient provenir du tréfonds des âges, peut-être même issues d'une toute autre civilisation, voire d'un monde totalement différent du nôtre, et dont les us et coutumes immoraux se révélaient être encore bien plus pervertis que ne le fussent les plus atroces de nos propres dérives obsessionnelles et pragmatiques. Car atrocement, le rythme de leur saison semblait ponctué par d'infâmes rituels sacrificiels, dont la seule vue des schémas explicatifs me firent aussitôt refermer le carnet de dégoût. Or, je sentis un léger enflement sous la peau tannée de son cuir encore souple. Qu'était-ce là qu'on avait adroitement dissimulé dans la tranche de ce calepin ? Empoignant mon stylo-plume, que je cherchais à tâtons dans la poche de ma veste sans pour autant lâcher l'intrigant carnet du regard, je le glissai alors précautionneusement dans cette partie de la tranche du livre que l'on nomme le coffre. Warren aimait probablement jouer sur les mots. Toujours est-il qu'une clé en tomba, mais pas des plus prosaïques. L'une de ces clés abjectes et improbables qui vous propulse instantanément devant la grille rouilleuse d'une détestable crypte enténébrée, perdue dans les tréfonds d'un vieux cimetière abandonné durant un soir de pleine lune orageux et sinistrement brumeux. Voilà ce que j'ai ressenti en saisissant prudemment du bout des doigts cet objet invraisemblable et ostensiblement pernicieux. Admirablement façonné de main de maître, dans un alliage de métaux visiblement inconnus, la clé pourtant pluriséculaire ne revêtait pas la moindre trace d'une quelconque oxydation dont logiquement elle aurait dû être largement couverte ou ne serait-ce que partiellement rongée. À croire qu'elle venait d'être forgée la veille. Longue de 5 cm à peine, elle avait pourtant été finement ciselée pour figurer le plus violemment possible l'effrayante effigie d'une espèce de monstre marin tentaculaire et incroyablement insupportable à la vue. Toutefois, il ne m'avait pas fallu attendre de voir poindre les premières lueurs de l'aube pour faire le lien entre cette clé dénaturée en icône répugnante, le symbole cabalistique gravé dans le bois du cagibi et l'évaporation aussi subite qu'incompréhensible de mon agile agresseur. Il ne me restait qu'à corroborer ces déductions fatidiques en allant de ce pas introduire cet ignoble crochet dans son orifice, qui assurément devait se situer non loin du pictogramme en forme d'étoile, judicieusement placé là pour en indiquer secrètement la présence. En effet, comme je l'avais suggéré, l'œil gravé au centre de l'étoile qui avait été ciselé sur l'un des montants de la modeste bibliothèque pivotait sur lui-même pour donner accès à une petite serrure savamment dérobée.
sans même prendre le temps de réfléchir aux conséquences irréversibles que pouvait entraîner cet acte malheureux, et en dépit d'un bon sens trop altéré par la véhémence que commençait à me procurer ce jeu de piste machiavélique, dans un ultime excès de fougue écervelée, j'enfonçai éhontément le minuscule et lugubre pointeau de métal dans l'œil morne et vitreux du séditieux pentacle de